Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur les jeudis de l'agro. Merci à nos intervenants de ce matin d'être avec nous. Jeudi de l'agro en partenariat toujours avec Produits en Bretagne et la BEA. Vous le savez, depuis 2 ans maintenant, on vous propose un parcours filière composé de différents webinaires qui s'intitulent donc les Jeudis de l'agro, qui se déroulent sur toute l'année. On met en lumière chaque mois ou même parfois 2 fois par mois un marché de l'agroalimentaire sur une zone ou un pays. Donc ce matin, on va se consacrer au Caucase et à l'Asie centrale. On va vous parler de 3 pays un peu méconnus, certes, mais qui offrent des opportunités, principalement pour les équipements et les process IAA. Donc c'est ce qu'on va voir, ce matin pendant ce nouveau webinaire. Le principe du webinaire, un petit focus sur la logistique de ce matin. Bon, la majorité des participants qui sont avec nous ce matin, vous avez l'habitude d'assister et de participer à nos rendez-vous en visio. N'hésitez pas à prendre la parole au fur et à mesure que se déroule le webinaire. N'hésitez pas à rebondir sur les propos de nos 2 intervenants. On n'attendra pas la fin pour un temps de questions-réponses. C'est beaucoup plus sympa, dynamique et vivant que vous interveniez, soit pour poser vos questions, soit pour partager tout simplement vos expériences. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre la parole oralement. Vos micros sont activés, donc vous pouvez prendre la parole quand bon vous semble. Ou si vous le préférez, vous pouvez tout simplement écrire vos questions et vos remarques avec le petit chat qui est à disposition sur l'appli Teams. Donc ce matin, on va parler de la Géorgie, qui est un pays, donc comme on le disait en préambule, méconnu certes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Géorgie a un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Ça, tout le monde ne le sait peut-être pas. Et c'est un pays qui dispose d'atouts majeurs pour développer son agriculture et son industrie agroalimentaire. On abordera aussi l'Azerbaïdjan, dont l'industrie agroalimentaire est un secteur prioritaire et dynamique en fort développement. Et puis le Kazakhstan, pareillement, secteur agricole et industrie agroalimentaire qui sont soutenus par le gouvernement. C'est un secteur prioritaire. Le Kazakhstan souhaite faire du secteur IAA un secteur prioritaire pour s'assurer une autosuffisance et développer aussi ses exportations vers les pays voisins et vers l'Union eurasiatique, les pays d'Asie centrale et la Chine. On va développer tout ça concrètement ce matin. Nos 2 intervenants vont balayer un à un ces 3 pays et puis vous donner quelques infos importantes sur la situation économique donc, des 3 pays. On va parler de la filière agro, du secteur porteur du process des équipements IAA, puisque c'est le focus que l'on a souhaité faire ce matin pour ce jeudi de l'agro. On fera quelques focus filières, les fruits et légumes, filière lait, filière viande. Et puis enfin, on fera un point important sur la réglementation et sur les bonnes pratiques à avoir pour faire des affaires avec ces 3 pays. Alors, sans plus attendre maintenant, je vais vous présenter nos deux intervenants experts de ce matin. Donc, merci Ludovic, merci Stéphane et bienvenue à tous les 2. Merci d'être avec nous ce matin et de partager votre expérience et votre expertise avec nos entreprises bretonnes. Donc, Ludovic est prestataire agréé de BCI depuis plusieurs années. Il fait partie de la structure Experto Consulting. Et Ludovic est fondateur et dirigeant d'Experto Consulting. Certains d'entre vous peut-être ont eu l'occasion d'échanger déjà avec Ludovic. Et puis on a aussi avec nous ce matin Steven de la société BKCP qui est consultant export pour l'Asie centrale. Je vous laisse vous présenter peut-être un peu plus en détail si vous souhaitez mettre en avant certaines de vos expertises et de vos compétences pour aider nos entreprises bretonnes sur cette zone. Merci Karen et bonjour à tous. Et donc, je suis installé en fait en Géorgie depuis 16 ans. J'avais fondé il y a 12 ans Experto Consulting et on a 2 implantations, on va dire, avec des structures, des entreprises. L'une à Tbilissi où je
je suis présentement. Et l'autre à Bakou, où je vais très régulièrement. On couvre également l'Arménie, mais c'est un pays un peu plus petit dans lequel on a uniquement un consultant freelance sur place. Voilà, on fait une quarantaine de missions par an, des missions diverses et variées. Ça peut être de l'implantation, de la recherche de partenaires, etc., etc. Et on est multisecteur. Donc on a l'habitude de travailler dans les secteurs porteurs. C'est là où on a le plus de références. Et je le mentionnerai au cours de la présentation. Voilà. Merci Ludovic. Bonjour à tous. Merci Karen pour cette opportunité et l'organisation de ce webinaire. Donc moi, Steven Bostroem, je suis installé à Almaty depuis 10 ans. J'ai travaillé pendant 6 ans au sein du bureau Business France jusqu'à sa fermeture. Puis, à partir de 2018, j'ai développé ma propre société BKCP. Je suis aussi multisectoriel. Et à partir du Kazakhstan, j'essaie de couvrir aussi les autres pays d'Asie centrale, en particulier l'Ouzbékistan. Oui, tu es basé au Kazakhstan, c'est important. Je suis basé au Kazakhstan, à Almaty. Exactement. Parfait, merci beaucoup. Je ne vais pas m'étendre sur la présentation de BCI, comme le veut la tradition, je vais vous donner les petits points majeurs, mais encore une fois, la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà la maison, les différents services que l'on vous propose. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner dans votre développement international sur toutes les différentes facettes que cela peut concerner. Ici, vous retrouverez tous les slides de la présentation, hein, bien sûr, comme d'habitude, donc pas de stress pour la prise de notes. La présentation sera disponible sur BCI Info. Je vous enverrai un petit lien lorsqu'elle sera en ligne. Donc, toutes les données là, des différentes diapos, vous allez les retrouver comme d'habitude sur la présentation. Bon, ici sont les chiffres clés hein, de BCI, nos chiffres d'activité pour les derniers 12 mois qui viennent de s'écouler. Ce sur quoi j'aimerais vraiment mettre l'accent, c'est sur notre proximité, je vais y arriver. En Bretagne, on est vraiment à vos côtés pour vous aider. Vous avez votre chargé d'affaires, Eric Voulant, que vous connaissez, qui est avec nous ce matin, qui est vraiment à votre écoute pour vous aider dans vos différents projets. Une chose importante, donc on a développé des nouveaux outils. C'est là-dessus que j'aimerais faire un petit focus. BCI Info, bon, vous savez, c'est la plateforme de veille et d'information en ligne. Vous y trouvez des informations que vous ne trouvez pas ailleurs sur le web. Tout est vraiment concentré, filtré, étudié et hyper qualifié. C'est mis à jour quotidiennement par une équipe dédiée chez nous en interne. Donc, vous pouvez trouver sur BCI Info des veilles marchés, des veilles techniques réglementaires, des synthèses marchés et des infos sur les entreprises et organismes qui peuvent alimenter votre ciblage et aider votre prospection marché. Alors, il y a certains services sur BCI Info qui sont réservés à nos adhérents. Donc, si vous n'êtes pas encore adhérent, je vous encourage vivement à le faire parce que vraiment, tout le contenu complet de tous ces différents outils sont en libre service pour les adhérents de BCI. Il y a BCI Connect. Donc ça, c'est un nouvel outil aussi qui est réservé aux dirigeants des sociétés. C'est une mise en relation en toute confidentialité de dirigeant à dirigeant. Grâce à cet outil, les dirigeants peuvent échanger entre eux sur des problèmes stratégiques, sur des retours, des échanges d'expérience. Encore une fois, tout se fait en toute confidentialité sur cette plateforme BCI Connect. Suppliers from Bretagne, c'est quelque chose que l'on a mis en avant fin d'année dernière déjà. C'est un e-catalogue, on peut dire ça, en ligne, mais qui ne nécessite pas d'obligation d'achat. Cet outil, on l'a mis en place pour les acheteurs étrangers, pour les investisseurs étrangers. Vous savez que depuis plusieurs années, on développe énormément les rendez-vous acheteurs, dont je m'occupe aussi au sein de BCI. Donc cet outil permet aux étrangers d'avoir en vitrine toutes les compétences de la Bretagne, tout secteur confondu. À partir du moment où vous êtes adhérent et inscrit sur cette plateforme, donc c'est totalement gratuit pour les adhérents de BCI, on vous donne l'opportunité
de vous afficher vos compétences, vos activités, vos produits. Si vous voulez des informations sur cet outil, n'hésitez pas à revenir vers moi et puis on vous aidera à créer gratuitement votre fiche, si ce n'est pas déjà fait, sur ce e-catalogue en ligne. C'est vraiment un outil très performant qui a déjà fait preuve de succès. Il y a beaucoup d'acheteurs étrangers qui vont consulter cette plateforme en ligne. On commence à avoir beaucoup de visibilité grâce à ça. Et c'est surtout vous, en fait, qui avez de la visibilité grâce à cet outil auprès des acheteurs étrangers. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil et à revenir vers nous pour avoir des infos sur Suppliers from Bretagne. Voilà, le reste, je vous laisserai lire les petites diapos. L'Open événement attendu annuel. Cette année, l'édition a encore été un succès. C'était nos 10 ans. On a réuni plus de 1000 participants à Saint-Brieuc. Il y a eu plus de 800 rendez-vous B2B d'organisés et plus de 60 pays représentés. Ludovic était avec nous à Saint-Brieuc en juillet dernier. Donc, sachez que l'Open de l'International, tous les ans, a lieu le premier lundi de juillet. Donc évidemment, on ne sait pas encore l'année prochaine où il aura lieu, mais vous pouvez déjà bloquer votre premier lundi de juillet 2024. On va rentrer maintenant dans le cœur du sujet qui nous intéresse ce matin. Je vais laisser la parole à Ludovic et à Stéphane. Et puis on va attaquer donc avec la première partie et on va balayer en bref les trois pays. On va commencer par la Géorgie. Je vous laisse la parole, messieurs. Alors, voilà, la Géorgie, une jolie petite carte de la Géorgie avec la capitale Tbilissi qui est à l'est. C'est un très joli pays, très méconnu, enfin relativement méconnu, même s'il y a de plus en plus de touristes français qui viennent. C'est un pays qui a la chance d'être extrêmement varié. On fait 20 km d'un endroit à l'autre et les paysages changent beaucoup. L'ouest, donc les côtes de la mer Noire, c'est un climat subtropical et l'est, c'est un climat semi-désertique. Et si on avait une carte en 3D, on verrait qu'il y a le Grand, le Moyen Caucase et des chaînes de montagnes un peu dans tous les sens qui créent plein de microclimats. Je te laisse passer, Karen, sur l'Azerbaïdjan, parce qu'on va essayer d'aller vite sur les cartes. Donc, l'Azerbaïdjan, c'est un pays qui est beaucoup plus désertique que la Géorgie, qui est un pays plus grand, à peu près une fois et demie la Géorgie. La Géorgie, c'est la taille de la Belgique ou de l'Irlande, pour vous donner une idée. Donc, l'Azerbaïdjan est un peu plus grand. C'est un pays qui a également le Caucase au nord et qui dispose d'une surface de terre arable plus importante que la Géorgie, un peu plus de disponibilité. Le gros de la population est à Bakou. La seconde ville du pays doit être à peu près 8 fois plus petite, même pratiquement 10 fois plus petite que Bakou, c'est Ganja. Sachant que voilà, sur la presqu'île d'Absheron, où il y a Sumgait, Bakou, etc., c'est une grosse partie de la population urbaine, en tout cas, habite là. Voilà. Alors, le Kazakhstan, on n'est pas du tout sur les mêmes tailles. Le Kazakhstan, pour vous donner une idée, c'est 5 fois la taille de la France en termes de territoire. Par contre, c'est 5 fois moins de population. Donc, une densité, vous le verrez plus tard, assez faible. Alors, cette carte est quasiment en avance sur son temps parce que la capitale, donc Astana, a été renommée l'année dernière en Nur-Sultan et il y a déjà une motion à l'Assemblée nationale pour revenir au nom d'Astana. Vous avez des paysages très différents. Au sud, à Almaty, où moi je suis basé, vous avez une chaîne de montagnes à la frontière entre le Kyrgyzstan et le Kazakhstan. Vous avez le centre qui sont des steppes, où vous avez beaucoup d'exploitations minières. Le nord, avec beaucoup de pâturage. Donc c'est là que se développe le plus l'élevage, évidemment. L'Est qui est aussi la fin des montagnes en fait entre la Russie et la Chine, et à l'ouest vous avez la mer Caspienne où c'est plutôt une région pétrolière. C'est là, c'est là que vous avez toutes les exploitations pétrolières pour aller très rapidement. Et vous avez 3 grandes villes. Qui sont évidemment Astana, la capitale, Almaty, la capitale économique, et Chimkent, qui a obtenu l'année dernière le statut de ville-région, qui est à la frontière avec l'Ouzbékistan, et cette région est beaucoup plus spécialisée dans le développement des fruits et légumes, de par son climat, qui est plus proche de celui de l'Ouzbékistan. Brièvement sur le Kazakhstan.
Donc, comme on le disait sur les surfaces, voilà, ça reste des petits pays comparativement au Kazakhstan, la Géorgie comme l'Azerbaïdjan. Là, les monnaies, donc le lari géorgien et le manat, c'est toujours un peu exotique. Les gens, voilà. Simplement, ces derniers temps, d'ailleurs, contrairement à ce qui se dit parfois, la région en fait a une très forte croissance économique qui est liée au contexte géopolitique parce qu'on est vu et vécu comme des havres de paix. Donc, on a beaucoup de réfugiés et ces réfugiés viennent avec de l'argent et l'activité économique, par ailleurs, étant assez bonne, que ce soit le manat, que ce soit le lari, notamment vis-à-vis de l'euro qui, lui, a un petit coup de faiblesse, ont beaucoup progressé. Donc, la monnaie s'est renforcée de 25 à 30%, ce qui est plutôt un avantage pour les exportateurs européens. Et voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, les deux villes sont assez concentrent quand même une part importante de la population, puisque Tbilissi, 1,2 million, c'est même des chiffres officiels. La réalité est en fait, dans les deux villes, la réalité est qu'en fait, la population est encore plus importante que ça, sur 3,7 millions. Donc c'est un gros tiers de la population. À Bakou, voilà, 2,3 millions, avec la conurbation, avec notamment Sumgait, on est plus proche de 3 et quelques, et donc c'est aussi pratiquement un tiers. Voilà. Tout à fait. Donc, ok. Rapidement sur le Kazakhstan, le tenge, donc une monnaie qui est évidemment adossée au rouble, de par sa proximité économique avec la Russie. Alors on est effectivement sur une période un petit peu bizarre où quand il y a eu les événements en Ukraine, la monnaie a dévissé. Et là maintenant, elle est revenue à un taux qui est inférieur à ce qu'il était avant ces événements. C'est-à-dire que avant les événements en Ukraine, le tenge était à peu près à 500 roubles. L'euro, excusez-moi, était à peu près à 500 tenge. Et là, aujourd'hui, il est à 470 tenge. Donc, il est monté très rapidement jusqu'à 550, puis redescendu aussi assez rapidement. Et maintenant, il est à 470. Donc, c'est plutôt bien pour les exportations françaises et européennes au Kazakhstan, parce que ça permet de proposer des prix plus intéressants. Sur les villes, effectivement, donc là, on met Astana, la capitale. Donc, c'est aussi un chiffre officiel, 1,2 million d'habitants. En fait, c'est assez compliqué parce que c'est une ville récente. Donc, on est plus à 1 million d'habitants, mais vous avez dans le sud du pays, à Almaty et à Chimkent, des populations plus importantes. Et en termes de langue, il est important de savoir qu'il y a deux langues officielles au Kazakhstan, le kazakh et le russe, qui sont deux langues complètement différentes. Le kazakh est basé sur le turc, le russe, c'est du russe. Donc, mais les deux langues sont officielles dans les documents et dans la vie quotidienne. On va parler donc maintenant de la situation économique. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur ce petit panorama de chacun des trois pays. Si ce n'est pas le cas, on va passer au point 2. N'hésitez pas encore une fois à prendre la parole, à rebondir sur les propos de Ludovic et Steven. On n'attend pas la fin pour les questions-réponses, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions dès que vous en avez ou aussi à partager vos expériences. C'est très important, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Personne mieux qu'un chef d'entreprise ou un responsable export ou quelle que soit votre fonction, personne mieux que vous peut parler de son expérience, de ce qu'il faut faire, pas faire, des écueils à éviter. Donc, surtout faites-le, s'il vous plaît. N'ayez pas peur et n'hésitez pas à prendre la parole. Ok, donc sur les situations économiques, pour résumer, globalement, la région se porte bien. La Géorgie est sur une croissance qui est même plutôt révisée à la hausse. La dynamique est plus importante que les 5,8% qui sont annoncés là. On est plutôt même sur une dynamique proche de 10% là, sur les premiers mois de l'année. Et donc, ça reste un petit pays qui n'a pas de pétrole et de gaz, contrairement à l'Azerbaïdjan, donc qui a des difficultés, qui a un budget plus réduit, mais qui gère très très bien le FMI. Chaque année, en fait des louanges en disant que la Géorgie gère extrêmement bien son budget
public, et c'est pour ça que la dette, après les années de Covid, est à 54%, ce qui est un assez bon résultat. Le PIB par habitant, en fait, il faudrait le réviser parce qu'il a pris un bon petit coup d'accélérateur là du fait de la dévaluation du dollar et de l'euro, comme en fait la monnaie, enfin la richesse est créée en lari. Dès que c'est ramené en dollars, évidemment, ça change. Donc là, on est largement au-dessus de 5 000 $, ce qui reste quand même pas beaucoup. On a un taux de chômage assez élevé, malheureusement, à 18% de la population, et une inflation relativement forte, mais qui freine du fait du renforcement de la monnaie, puisque beaucoup de produits sont importés. L'Azerbaïdjan, c'est un pays qui est beaucoup plus lourd en termes de PIB parce qu'ils ont le secteur oil and gas qui est très très lourd dans leur économie, qui est encore renforcé avec la situation puisque l'Azerbaïdjan vient de signer des accords. Là, le président Aliyev était en Italie. Il y a des accords avec l'Union européenne qui vont faire que l'Azerbaïdjan va exporter encore plus de gaz et de pétrole vers l'Union européenne. C'est un pays qui a une croissance plus faible, mais parce qu'en fait c'est une économie qui est un peu plus lourde, mais c'est un pays qui est assez prospère. Hein, quand les gens vont à Bakou, ils se rendent compte c'est un pays extrêmement riche. La dette publique est à 29%, mais voilà, eux, ils n'ont pas besoin de financements internationaux. Ils ont une manne énorme. Ils ont un fonds souverain qui s'appelle SOFAS, où ils ont des milliards d'euros et de dollars pour faire des projets de développement de leurs infrastructures. Voilà, donc c'est un pays stable et solide. Ouais, et pour le Kazakhstan, effectivement, on se rapproche plus de la situation en Azerbaïdjan. Par contre, le chiffre de PIB par habitant de 10 000 $ est un peu trompeur parce qu'il faut savoir que les richesses sont quand même assez concentrées. C'est une société très, très pyramidale. Donc, du coup, ces richesses ne sont pas réparties sur toute la population. Pareil, il y a des fonds souverains assez importants. Alors, il y a des changements politiques en ce moment où ils essayent de redistribuer un petit peu plus des bénéfices du secteur pétrolier et du secteur minier envers la population, mais ça se fait très lentement et très, très doucement. Mais la croissance est présente et on a aussi, encore une fois, une conséquence des événements en Ukraine qui fait que vous avez de plus en plus de gens qui se fournissaient en Russie pour des matières premières qui commencent ou qui augmentent leurs importations à partir du Kazakhstan. Alors, rapidement, quels sont les points clés pour la Géorgie et l'Azerbaïdjan? Donc, la Géorgie, sa particularité, comme elle n'a pas de pétrole et de gaz, c'est que c'est un pays très ouvert. C'est un petit pays qui n'a pas de barrière à l'entrée. Et c'est surprenant. Il y a beaucoup d'entreprises, d'exportateurs français qui me disent, Ludovic, je ne m'attendais pas à ce que l'accès soit aussi simple. Il n'y a pratiquement pas de droits de douane. Le dédouanement se fait comme dans l'Union européenne de façon rapide et efficace. Il y a beaucoup d'accords de libre-échange donc avec l'Union européenne, mais pas que. Il y a aussi avec la Turquie, avec toute l'ex-zone Union soviétique et avec la Chine. Et il y a des négociations en cours avec une multitude d'autres pays. Donc voilà, c'est un pays ouvert sur le monde, du coup, qui est plutôt facile en termes d'indice de facilité des affaires. Il a toujours été classé très haut, 6e, 7e par la Banque mondiale. C'est un indice qui est un peu décrié, mais globalement, ayant moi plusieurs sociétés et ayant créé des sociétés pour des entreprises françaises ici, c'est vrai que l'environnement est vraiment transparent, facile, simple et sans traquenard. On a une bonne croissance, voilà, comme tout à l'heure vous le voyez, qui est même surprenamment excellente en ce moment. Contrairement à ce que d'ailleurs certaines personnes disent en France en disant que toute la zone c'est le sinistre, en réalité non. Le Caucase et l'Asie centrale en fait sont à l'écart des troubles malheureux en Ukraine. Il n'y a pas de secteur, on va dire, qui représente une grosse part de l'économie. C'est assez varié, ça reste quand même assez léger. Et le secteur agricole pèse quand même pas très lourd. Il y a quelques zones d'excellence dans le secteur agricole. Il emploie beaucoup de monde, mais il reste quand même pas encore suffisamment développé. Pour passer à l'Azerbaïdjan, donc là, c'est, comme je vous le disais, pays oil and gas qui a vraiment des ressources très intéressantes, très importantes, surtout en gaz. Malheureusement, comme souvent, on dit souvent la malédiction du pétrole, c'est que c'est un pays, les hydrocarbures représentent une grosse part quand même du PIB, plus de 50%, et surtout, c'est une énorme partie des exportations. Et du coup, le pays, depuis maintenant longtemps,
veut vraiment développer les autres secteurs, et notamment le secteur agricole. Donc, ils sont extrêmement sérieux dans leur programme de développement. Vraiment, enfin, je suis surpris à chaque fois quand je vais voir le ministère de l'Agriculture à Zéry. Ils ont des programmes vraiment costauds. Ils ont vraiment la volonté. Et depuis quelques années, le pays a été quand même pas mal libéralisé. C'était un pays qui souffrait d'une mauvaise réputation, avec beaucoup de corruption, un système douanier compliqué. Et sachez que quand même, ça a beaucoup changé et ça s'est beaucoup amélioré. Ouais, mais encore une fois, le Kazakhstan, on se rapproche plus de ce qui se passe en Azerbaïdjan. Effectivement, c'est un pays très riche en ressources naturelles. Donc, on a le pétrole et gaz, toutes les ressources minières. Il faut savoir que 95% du tableau de Mendeleïev est présent dans le sous-sol du Kazakhstan. Donc, en gros, où que vous creusiez, vous pouvez trouver quelque chose à exporter de façon brute. Mais il y a aussi ce problème, c'est que, et c'est plus une question culturelle, où il n'y a pas de prévision à moyen ou long terme, où on va surtout se contenter d'extraire des matières premières et de les expédier en vrac, plutôt que de faire un petit peu de transformation et d'augmenter la valeur ajoutée sur le produit qui sera semi-fini ou fini. C'est ce qui est un problème du Kazakhstan. Le gouvernement essaie de remédier à ça, notamment dans le secteur agroalimentaire. Mais ça prend beaucoup de temps parce que c'est un très grand pays. Il y a quand même beaucoup de résistance de la part, on va dire, des classes, des classes dirigeantes. Mais on voit de l'évolution. Il y a aussi beaucoup de jeunes cadres qui ont été formés à l'international qui reviennent avec des idées beaucoup plus novatrices et des façons de faire des affaires beaucoup plus, on va dire, occidentales. Et je pense que petit à petit, il va y avoir des réformes et une visibilité, une vision du développement économique et des projets plus à moyen et long terme dans le temps. Des questions sur ce point 2? Est-ce que vous voulez répondre à chaud à certains points? Pas de questions? Eric, tu as des choses à demander peut-être de ton côté? Oui, moi je m'interrogeais sur la position du Kazakhstan par rapport à la Russie et comment elle se positionne par rapport au conflit en cours. Ok, alors il faut savoir que le Kazakhstan, malgré ses liens économiques et culturels très forts avec la Russie, a tout de suite présenté une position, alors au début, on va dire neutre, et maintenant elle s'éloigne. Le Kazakhstan n'a jamais reconnu les républiques autoproclamées de Lugansk et de Donetsk. Et a toujours envoyé de l'aide humanitaire en Ukraine, côté ukrainien évidemment, et sa position est de plus en plus, j'ai pas envie de dire anti-guerre, c'est pas à ce point-là, enfin si, c'est à ce point-là, mais ils sont pas du tout impliqués dans ce qui se passe en Ukraine. Et au contraire, ils essayent de s'en éloigner le plus possible. D'accord. Ok, merci. Je vous en prie. Donc on passe au point 3. Alors, concernant la Géorgie, donc c'est un petit pays qui n'a pas une surface arable immense, mais en général, les terres sont d'assez bonne qualité. Hein. C'est des terres volcaniques, des terres noires. Donc, les endroits où on peut avoir des cultures, c'est des endroits où la terre est intéressante. Et surtout, elle bénéficie de tous ces microclimats qui sont liés à ce relief et au fait qu'on a cette façade maritime qui nous amène beaucoup d'eau, beaucoup d'humidité, et des températures clémentes même en hiver, ce qui veut dire qu'à Batumi, qui est la ville balnéaire à la frontière avec la Turquie, on descend rarement en dessous de 10 degrés, il y a beaucoup de pluviométrie et globalement, une grande partie de l'année, il fait chaud et humide, ce qui permet d'avoir du thé, des agrumes, des eucalyptus, etc. Et donc c'est assez surprenant pour les gens
d'apprendre que la Géorgie exporte des clémentines vers l'Ukraine et la Russie, exporte du thé, voilà. Et alors, plus on va à l'est, plus on va vers l'Azerbaïdjan, plus on est dans des zones semi-désertiques. Et donc, ce qui veut dire que la région à l'est de Tbilissi, qui s'appelle la Karétie, c'est une grosse région agricole, mais qui va avoir une grosse production. C'est la première région viticole, et c'est une région avec beaucoup de fruits à noyaux, donc beaucoup de fruits, plus de fruits d'ailleurs que de légumes. Donc, d'ailleurs, pour globalement, la dynamique est beaucoup plus forte sur les fruits que sur les légumes. En termes malheureusement, c'est un pays qui n'est pas autosuffisant, c'est-à-dire que malheureusement, on a des rendements qui sont assez mauvais dans beaucoup de cultures, pas pour tout, on a quelques exceptions, la noisette, comment on appelle ça, les melons, enfin on a certaines cultures avec de très bons rendements, mais globalement les rendements moyens sont assez bas comparativement aux pays autour ou à l'Europe de l'Ouest bien évidemment. On a des problèmes aussi d'infrastructure, on a un manque de labos, on a un manque de spécialistes dans le secteur agricole, un manque d'infrastructure en termes de stockage, et ce qui fait que voilà, ça a créé aussi des problèmes en termes de saison. L'agriculture, l'élevage également est un secteur qui a des difficultés. On a un secteur qui fonctionne bien avec beaucoup d'exports, c'est tout ce qui est ovin, caprin, mais ensuite le reste c'est moins facile. Et puis on a un petit peu de pisciculture, notamment les truites, et de la pêche, notamment les anchois dans la mer Noire. Peut-être l'Azerbaïdjan. Voilà. Et donc, c'est un secteur qui a été dans lequel l'État azéri veut vraiment investir, et comme je le disais tout à l'heure, ils le font sérieusement. L'agriculture est donc, comme pour la Géorgie, elle occupe beaucoup de gens, donc c'est des petites exploitations, mais en Azerbaïdjan, il y a aussi les grandes holdings. Le pays, en fait, est contrôlé globalement économiquement par 70 holdings. Et donc, chaque holding a en général une division, enfin des directions agricoles et agroalimentaires. Et donc, ce qui fait que voilà, c'est un secteur qui a été privatisé, qui bénéficie d'investissements à la fois du soutien de l'État, mais aussi de l'investissement des grandes holdings du pays. Le pays a finalement une surface agricole plus importante que celle de la Géorgie, puisque c'est à peu près 50% du territoire, quand on enlève les zones vraiment désertiques qui sont dans la région, la presqu'île d'Absheron et puis toutes les régions de montagne dans le nord. Ils ont donc une production avec des céréales, des fruits, des légumes, du tabac, du coton, etc. Du thé également d'ailleurs. Et puis un secteur de l'élevage qui est important, mais qui ne leur permet pas d'être autosuffisant, et ce qui fait que, par exemple, les Géorgiens exportent pas mal de moutons vers l'Azerbaïdjan. Et ils ont des grands complexes à la fois pour tout ce qui est production de légumes de fruits et de légumes, et puis aussi pour tout ce qui est production avicole, assez concentré à Bakou, vers Bakou, à Ganja, donc dans l'ouest, vers la Géorgie, et le Nakhchivan, c'est la région autonome qui est de l'autre côté de l'Arménie. Enfin, je regarder une carte du Caucase, il y a une partie de l'Azerbaïdjan qui n'est pas connectée à l'Azerbaïdjan. Voilà. Donc, pour revenir sur le Kazakhstan, et encore une fois sur sa taille, donc c'est le 9e pays en taille dans le monde, c'est le premier pays enclavé au monde en termes de taille. Donc, il y a énormément de terres arables qui ne sont pas forcément tout exploitées. C'est de l'agriculture extensive, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de développement, d'intégration verticale qui se développe sur l'élevage, en fait, où vous avez maintenant des élevages assez importants qui essayent en fait d'avoir une filière complètement intégrée en allant de la production de la nourriture, excusez-moi, l'élevage, et jusqu'à des chaînes de magasins en propre qui permettent en fait de contrôler toute la chaîne logistique de A à Z. C'est un secteur qui est mis en avant par le gouvernement, qui souhaite en fait doubler la production agroalimentaire, parce qu'il y a aussi un très fort potentiel export pour les produits du Kazakhstan. Le
Karen le mentionnait en début de webinaire, ne serait-ce que sur l'union douanière, mais aussi avec la Chine, qui est quand même un pays très très peuplé et qui a une frontière directe avec le Kazakhstan et qui amène énormément de débouchés là-dessus. Sur tout ce qui est du secteur agroalimentaire. Après, si on peut avoir la slide suivante, il y a une répartition un petit peu géographique des productions. Voilà, comme ce que j'expliquais très brièvement tout à l'heure, vous avez le sud du pays qui est plus concentré sur la production de fruits et légumes de par le climat qui est plus adapté, évidemment, à la production de fruits et légumes. Et vous avez le nord du pays, où là, vous avez beaucoup plus d'élevage, avec des pâturages à perte de vue. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi dans ce secteur, c'est qu'il y a eu un lobbying très fort de la part des anglo-saxons. Alors, quand j'entends ce secteur, j'entends le secteur de l'élevage, avec un très fort développement de la race Angus, qui a sa propre chambre de représentation ici au Kazakhstan et qui fait beaucoup de lobby auprès du gouvernement et qui bénéficie d'une meilleure visibilité pour les subventions gouvernementales. Voilà, très brièvement sur la filière au Kazakhstan. Ah, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, allez-y. Oui. Qui parle? Alors, Je ne c'est vois pas. Aurélien. C'est Aurélien. Allez-y, Manka. Aurélien. Ouais, alors je suis allé une fois au Kazakhstan, c'était début d'année. Alors peut-être que c'était très typique, j'ai envie de dire, on a mangé beaucoup de cheval. Est-ce que Oui. ça fait partie des plus gros élevages? Là, vous parliez du bœuf. Tout à fait, tout à fait. Le cheval et le chameau aussi. Alors le chameau, c'est quand même beaucoup moins Dans le répandu. sud, plutôt? Non, le cheval, c'est aussi dans le nord. Dans le Le nord, cheval, c'est ok. aussi dans le nord par rapport au pâturage. Mais oui, c'est une particularité du Kazakhstan. La viande de cheval est très appréciée et elle est la composante en fait du plat traditionnel qui s'appelle le beshparmak, qui veut dire les 5 doigts, parce qu'on le mangeait en fait avec la main à l'époque. Et c'est de la viande de cheval bouillie, avec des pâtes un petit peu comme des lasagnes, de l'oignon et des pommes de terre. Et c'est un élevage, je dirais, industriel plutôt ou... Oui, industriel. C'est beaucoup plus. Enfin, c'est industriel. Il y a pas mal de petites exploitations, mais c'est de l'industriel. Ouais. C'est industriel. Ok, merci. Merci pour la question, Aurélien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Vous êtes sage, hein? On passe au point suivant alors. Si j'arrive à changer de diapo. Donc, point 4 sur les équipements IA. Ludovic. Alors, pour la Géorgie, je sais que je suis en Bretagne, donc je ne vais pas m'étendre sur l'un des secteurs dans lequel je suis très actif, qui est tout ce qui est la filière viticole et vinicole, puisque la Géorgie, c'est le pays de la région où on a 550 cépages, 8000 ans d'histoire, ou même 8500 dans le slide. Donc voilà, c'est le secteur le plus emblématique, avec aussi tout ce qui est globalement le secteur de la production d'alcool et puis aussi de limonade, de boissons, voilà, diverses et variées. C'est un secteur qui est assez dynamique. La deuxième filière où il y a de l'activité et des choses à faire, c'est la filière liée au lait, à la transformation du lait, de la viande. Lactalis, qui était implanté initialement pour faire uniquement la distribution, a racheté l'un des principaux producteurs locaux. Investi du coup dans la filière, investi dans des usines, mais aussi en amont. Et puis il y a un secteur qui s'est pas mal développé ces dernières années. Voilà, c'est les exportations d'animaux vers les pays musulmans, parce que les Géorgiens ont deux types de moutons. Le mouton de l'Est qui s'appelle le mouton de Toucheti et le mouton de l'Ouest qui s'appelle le mouton d'Imereti, qui sont des petits moutons assez visiblement très
très adapté au petit budget des pays musulmans pour les fêtes de l'Aïd notamment. Donc voilà, c'est cette activité-là. Après, traditionnellement, la Géorgie, du fait notamment à l'ouest où on a énormément d'eau, des sources, on est connu pour les eaux minérales. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà eu l'occasion de goûter de la Borjomi, mais qui a une eau un peu particulière. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a des eaux beaucoup plus... parce que Borjomi, elle a beaucoup de sels minéraux, donc elle est assez particulière, mais on a énormément d'eau minérale comme en France, enfin, divers et variés, avec des goûts particuliers. Ensuite, tout ce qui est lié à la filière fruits et légumes, on a toute la transformation des fruits. Donc, on a des marques locales, des sociétés locales qui font des jus de fruits, des compotes, des fruits secs, des purées de fruits, etc. Et puis ensuite, le secteur de la transformation des légumes. Et puis après, il y a beaucoup de secteurs où malheureusement, il n'y a pas forcément beaucoup d'industries agroalimentaires. Notamment, la Géorgie est un très gros exportateur, par exemple, de myrtilles, de noisettes. On est le 3e producteur mondial de noisettes, mais globalement, la production est exportée telle qu'elle. Il n'y a pas eu le développement d'une industrie de transformation sur place, quoi. Voilà pour la Géorgie. Et donc, pour l'Azerbaïdjan... J'ai juste Oui. une petite question, c'est Aurélien Blanchard encore. Mm-hmm. Donc là, vous parlez, donc oui, il y a des sociétés internationales, Lactalis, Danone. Est-ce que vous connaissez un petit peu le contrôle alimentaire dans ces pays? Est-ce qu'il est développé? Est-ce que c'est au même standard que, on va dire, en Occident? Alors, le principe, c'est la Géorgie a fait un copier-coller de tout ce qui se fait en Europe. En général, dès qu'il y a une régulation en Europe, ils essayent de s'en rapprocher, sachant qu'on a signé un accord qui s'appelle l'accord de DCFTA avec l'Union européenne. Cet accord de libre-échange, il est quand même lié à des obligations en termes de contrôle. Il y a énormément de programmes qui sont financés d'ailleurs soit par des institutions financières internationales, soit par l'Union européenne pour améliorer la traçabilité, pour qu'il y ait des contrôles. Donc il y a une agence nationale, Food National Agency, donc une agence nationale du contrôle alimentaire qui vient vérifier voilà, les filières, qui vient mettre en place des outils de traçabilité, etc. Et donc, mais simplement, il reste encore beaucoup de choses à faire parce qu'on manque de spécialistes. Et donc souvent, c'est quand même des sociétés européennes qui viennent mettre en place et même qui viennent faire les travaux, enfin les activités de contrôle. Par exemple, on manque de laboratoires. Voilà. Et c'est une demande qui est récurrente et pour l'instant, si on peut en discuter après ce webinaire, mais c'est vraiment un sujet sur lequel il faudrait absolument faire venir des acteurs européens parce qu'il y a du travail à faire ici, il y a des marchés à prendre. Voilà, c'est... Ok. Moi, j'imagine que Lactalis et Danone ont peut-être leur propre... Alors Danone ouais. Danone fait que de la distribution, ne produit pas, mais Lactalis en fait a racheté une société qui s'appelle Santé GMT, mais qu'ils ont intégré maintenant et donc a de la production locale. Il y a d'autres acteurs en Géorgie et en Azerbaïdjan aussi d'ailleurs dans le secteur des produits laitiers. Il y a des acteurs intéressants. D'accord. Voilà. Okay. Alors pour rebondir et donc en Azerbaïdjan, idem, hein, il y a un gros producteur qui s'appelle Mila, qui fait partie de Gilan Holding et qui est une belle société avec laquelle j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de travailler en leur vendant des équipements, etc. Enfin, c'est des entreprises assez intéressantes. L'Azerbaïdjan aussi a son industrie agroalimentaire. J'allais dire, elle est plus grosse que celle de la Géorgie, puisque le pays est quand même plus important, avec 10 millions d'habitants. Et donc, il y a tout ce qui est... il y a un petit peu... on a mis les huiles, mais enfin, ça reste un peu anecdotique. Mais il y a aussi tout ce qui est production d'aliments en conserve. Ils ont énormément aussi de transformation des fruits et légumes, même si une grosse partie de leurs fruits et de leurs légumes sont exportés vers la Russie. Il y a une partie qui est quand même processée sur place. Donc, je parle de Mila en termes de production laitière, mais c'est surtout un gros producteur de yaourts, de tous les produits laitiers. Les Azéris consomment plus de produits laitiers que les Géorgiens. Les Géorgiens ne sont pas très consommateurs de produits laitiers. Dans le Caucase, c'est les plus petits consommateurs, c'est même assez peu même vis-à-vis de la France. Les Azéris, qui sont de culture... qui ont une culture plus associée aux produits laitiers. Il y a une industrie
sucrière aussi en Azerbaïdjan avec un gros acteur qui s'appelle Azerson, qui contrôle d'ailleurs aussi le marché du sucre en Géorgie. Et comme je le disais tout à l'heure, les grandes holdings du pays, il y en a 70. Il y en a 2 qui sont énormes, qui à elles deux ont 40% de l'économie du pays, qui sont Pasha Holding et Gilan Holding. Les 2 ont des gros pôles agroalimentaires. Et puis ensuite, les 68 holdings, j'allais dire de taille plus petite, mais pour certaines, comme Azerson ou Interson, ce sont des grosses machines. Elles ont toutes des différentes divisions, en fait, pour l'élevage, pour la production de fruits, de légumes, puis après de la transformation. Donc, c'est intéressant en termes de prospection quand on a des équipements, parce que voilà, on a peu d'interlocuteurs, mais les holdings ont souvent des besoins assez importants et réguliers. Voilà. Et les deux, tu peux redonner le nom des deux gros majeurs, s'il te Alors, plaît? la plus grosse, c'est Pasha Holding. Ouais. Et la deuxième, c'est Gilan Holding. Et à eux deux, ils Et ont combien à la eux part deux, du gâteau? ils ont 40% du PIB azéri. Et après, il y a Azerson qui est très, très importante Que aussi tu dans le secteur mentionnes dans la agroalimentaire. diapo. Ouais. Ok. C'est des Et holdings diversifiés à chaque fois, hein. C'est-à-dire qu'ils mhm. n'ont pas que des divisions agricoles ou agroalimentaires, ils sont présents en général un peu partout. En distribution aussi, je présume. Voilà. Par exemple, Pasha Holding, ils ont les malls de Bakou, enfin une grosse partie des malls de Bakou. Ils ont une chaîne de supermarchés qui aujourd'hui doit avoir 150 points de vente, mais il va en avoir 500 dans 3 ans, qui s'appelle Bravo, qui est d'ailleurs lié à Casino, parce qu'en fait, ils ont utilisé le modèle de Casino au départ. Et donc, bon, c'est des gens voilà, qui ont des moyens ils ont des moyens sans limite. Et moi, je suis exportateur breton. Il vaut mieux que je m'adresse aux plus petits, comme entre guillemets, qui sont mentionnés dans la diapo là, où c'est saturé avec les gros. Les gros, ils ont déjà leur réseau et leurs fournisseurs, je présume. Ou est-ce que c'est Les possible? gros, tout au début, Karen, tu as dit quelque chose qui était intéressant. Tu as dit que c'est des pays méconnus. L'avantage des pays méconnus, c'est qu'ils ne sont pas très visités globalement. Ce qui veut dire que quand on vient, on n'est pas parmi, on n'a pas eu 4 Italiens et 3 Espagnols avant et après. Même si malheureusement les Italiens sont extrêmement présents en Azerbaïdjan et la France est extrêmement pas présente pour des raisons à la fois de méconnaissance, mais aussi on a eu des tensions politiques liées au conflit avec l'Arménie, où en fait diplomatiquement les choses n'ont pas été faites exactement, et ce qui fait que les relations étatiques sont pas forcément bonnes, mais ça n'a pas d'impact sur le business, en tout cas dans ces secteurs-là. Et donc, malheureusement, voilà, les Français ne viennent pas. Et les missions que je fais en Azerbaïdjan, que ce soit pour les équipements agroalimentaires ou dans d'autres secteurs, en général, les Français, on est très très bien accueillis et ça se concrétise parce que justement, personne ne vient. Ok. Et donc, il n'y a pas forcément une énorme concurrence, j'allais dire, en termes d'offres. Souvent, quand je vais en Azerbaïdjan et quand je discute avec AZ Promo, qui est leur structure d'État, qui s'occupe de la promotion de l'Azerbaïdjan, ou avec la chambre de commerce franco-azérie, mais qui est une chambre de commerce très azérie, en fait, il n'y a pratiquement pas de Français, ils me disent toujours, on ne connaît pas les boîtes françaises, on a plein de besoins, on a plein de demandes et on ne sait pas comment les approcher. Et je leur dis, je suis là pour ça, n'hésitez pas. Et donc, souvent, ils me demandent des choses. Ils me disent, on cherche des experts pour ça, on cherche un labo pour ça, on cherche, est-ce que vous auriez quelque chose pour faire du cognac, enfin du brandy? Est-ce que vous pourriez m'aider pour faire ça? Et donc, en fait, ils ont des besoins, ils ne savent pas y répondre. On va organiser des rendez-vous acheteurs, Ludovic. Tu Ouais, récoltes les besoins et on fait matcher avec Eric Oui, les ressources côté breton. Ouais, j'ai un commentaire à ce propos. Effectivement, c'est des pays qui sont méconnus et peu visités, comme tu l'as dit. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de nous faire remonter tout besoin identifié de votre part, hein, sur les 3 pays, pour que nous, on puisse relayer ces informations auprès des entreprises qui peuvent y répondre. D'ailleurs, après, là, je crois qu'il y a quelques slides sur des projets en cours, on y reviendra. Mais voilà, n'hésitez pas à nous faire remonter tout besoin et ensuite on verra comment on peut organiser la mise en relation. Mais c'est très important de le faire parce que, encore une fois, naturellement, nous n'allons pas nous faire et les entreprises ne vont pas faire naturellement la démarche d'aller prospecter peut-être ces pays en priorité. Donc, tout besoin identifié nous intéresse. Voilà.
Et je vais juste rajouter une petite chose. Oui, Pour vous bien donner sûr. une idée, il y a quelques pays qui sont extrêmement actifs en Azerbaïdjan. Il y a notamment l'Italie. Et pour vous donner une idée, à une époque, j'ai travaillé pour un groupe italien qui s'appelle Isolcel. Ils font des équipements pour la conservation des fruits et des légumes, vous savez, avec de la température contrôlée, mais surtout, ils injectent des gaz, ils en enlèvent. En fonction des fruits, ils ont des cocktails. Donc, c'est des équipements. Pour vous donner une idée, en 2015, leur premier marché au monde, c'était l'Azerbaïdjan. Et c'est un groupe, c'est le leader en Europe. Enfin, c'est pas une petite société, c'est un groupe assez important. Et donc, c'est pour vous donner une idée des potentiels de ces marchés-là. Comme c'est des marchés qui sont pas très visités, pas très exploités par les autres, ceux qui font l'effort d'y aller, quand le secteur est porteur, hein, il y a un certain nombre de choses à vérifier, ou quand des projets d'investissement sont en cours, c'est des endroits où on peut avoir de très très beaux marchés. Alors, j'ai une petite question. On parle de visiter justement l'Azerbaïdjan. Est-ce que c'est facile d'accès? Les vols Bakou, par exemple? Alors, c'est assez facile d'accès. En ce moment, depuis le Covid, et puis ils ont prolongé, on peut plus y avoir, on n'a pas d'accès terrestre, donc on peut pas y rentrer avec une voiture. Mais enfin, ça m'étonnerait que de France vous veniez en voiture. Donc, en avion, c'est assez facile, mais il faut passer par Istanbul ou par Tbilissi. Et il faut un visa, mais qui s'obtient en ligne. C'est pas une procédure très compliquée. Et voilà, quoi. Il y a un petit visa quand même. Via Istanbul. C'est plutôt via Istanbul parce qu'il y a beaucoup de vols entre Bakou et il y a je crois 6 ou 7 vols par jour entre Bakou et Istanbul. Ou bien, moi, beaucoup de mes clients viennent en Géorgie, puis ensuite on a un vol le soir et le matin qui, en 45 minutes, on fait Tbilissi-Bakou. Le seul, voilà, en Géorgie, il n'y a pas besoin de visa, on peut rester un an sans visa, enfin, c'est totalement libre. C'est vrai que l'Azerbaïdjan, il faut faire ce petit effort de faire une demande de visa électronique. Stéphane l'a fait cet été quand il est venu me voir, et puis après on est allé visiter notre bureau de Bakou, mais c'est pas compliqué, quoi. Ok. D'autres questions? Oui, Laurent Fortin, Fertiléo. Oui, Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, il ne faut pas dire que la Bretagne, il n'y a pas de vin, hein. Il faut remettre vos pendules à l'heure. Moi, j'ai un projet viticole en Bretagne. Non, je ne sais pas que vous n'aviez pas de vin, mais... On a 300 personnes qui sont adhérents à l'association avec le réchauffement climatique. Le vin, l'avenir du vin, c'est en Bretagne. Non, mais je parlais des équipements en fait pour la filière vitivini où il y a moins d'équipementiers en Bretagne que dans d'autres régions. Je suis dans la filière engrais. D'accord, on est très aussi bien. fournisseur dans le secteur viticole. Alors, ce que je voulais savoir, c'est concernant la Géorgie surtout, est-ce qu'il y a une filière de produits bio, puisque nous, on est sur des engrais organiques, hein, que ce soit pour les légumes, la viticulture, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup d'exports et d'échanges sur ce marché-là. Et la Bretagne est un très, très gros faiseur et très gros fabricant d'engrais organiques. Il y a aussi en Azerbaïdjan. Il y en a plus d'ailleurs en Azerbaïdjan dans la filière fruits et légumes qu'en Géorgie pour le moment. En vitivini, il y a du bio, il y a du biodynamique, il y a de tout. Enfin, mais ça se développe assez fortement. Il y a des marchés à l'export, notamment l'Europe de l'Ouest, qui est plutôt demandeuse de vin bio. Les marchés traditionnels de la Géorgie, la Russie, l'Ukraine, mais qui sont un peu en berne, sont moins demandeurs parce que l'image des vins géorgiens, c'était moins. Mais voilà, il y a de plus en plus, notamment. Alors, ça reste des niches, hein, c'est souvent des petits producteurs. Il y en a. C'est pas massif pour l'instant, mais ça se développe. Et à votre connaissance, il y a des importations là-dessus ou pas? Je peux pas vous dire il doit y avoir, mais ça doit être des quantités quand même assez confidentielles, quoi. On peut peut-être creuser ce point, Ludovic, et Bien sûr, je vais apporter me la renseigner. réponse après le webinaire à Laurent. Ok. Ouais. Merci. On reviendra vers vous, Laurent. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que l'on passe au point suivant? Au Kazakhstan. Ah non, c'est. Okay. Alors, ouais, il y a les points, le petit point sur les projets à venir. Voilà, donc les projets en cours ou à venir, là c'est plutôt des projets à venir d'ailleurs, ou en cours, ouais, non. Donc pour le vitivini, pour en revenir, mais il y a beaucoup de caves, des projets de caves en Géorgie sur lesquels je suis, parce que je travaille avec un architecte français qui est l'un des grands architectes spécialisés en vitivini, donc il fait des châteaux, des caves, donc c'est beaucoup de projets et aussi du tourisme, parce que la Géorgie est un pays très touristique maintenant, donc il y a de la production et puis aussi de l'œnotourisme.
Donc il y en a quand même pas mal dans le pipe. Idem en Arménie, idem en Azerbaïdjan, mais moins quand même. Ensuite, il y a des choses dans la filière lait et viande. Il y a un FASEP en cours qui est porté par le sommet de l'élevage sur le développement de l'élevage ovin et caprin. Donc, c'est semi-extensif, etc. Il y a eu aussi un FASEP il y a quelques années, il y a 2-3 ans, pour tout ce qui était élevage pour la production de viande de bœuf. Ça a été fait avec avec un élevage en coopération avec un élevage en France dans le. Attendez, j'ai un trou de mémoire. Attendez, c'est l'ouest de la Saône-et-Loire. Bref, ça va me revenir, c'est pas grave. Et donc, il y a aussi comme le secteur est très morcelé, il y a quelques grosses structures, mais globalement, le gros de la production, elle se fait par des petites exploitations qui transforment leur lait en fromage. Et donc, il y a aussi besoin de petits équipements pour le traitement du lait. Pour les fruits, il y a pas mal de projets. Tous les quelques mois, je vois des nouveaux producteurs qui arrivent avec des produits transformés, etc. Et il y a également besoin, malheureusement, pas de gros équipements, mais plutôt des équipements de petite taille pour tout ce qui est calibrage, tri et emballage des fruits. Ça, c'est pour l'export. Par contre, c'est souvent pas des grosses installations. C'est-à-dire que j'avais fait une évaluation du marché pour des grosses entreprises françaises comme par exemple Mafroda, et en général, les équipements que eux proposaient étaient trop gros par rapport aux besoins, parce que le pays, voilà, c'est plein de niches et des exportateurs. Il y a des kiwis, des myrtilles. Enfin, il y en a plein dans plein de domaines. C'est beaucoup de produits de niche, et donc c'est plutôt des petits équipements. Et idem pour les fruits et légumes, que ce soit en Azerbaïdjan un peu plus gros. Par contre, souvent les structures, du fait d'être financées par ces holdings, et aussi parce qu'ils s'organisent en parc industriel. Donc les Azéris aiment bien organiser les choses avec des parcs. Et donc, ils ont fait ça pour le textile, pour le coton, pour la tomate. Donc, ils organisent des espaces dans des zones où il y a de la production, et ils mettent ensemble ensuite les différents acteurs dans le traitement des produits. Et donc voilà, il y a quand même des opportunités. Les quelques missions que j'ai fait dans ce secteur, je me souviens une mission pour Steriflow où on avait quand même eu très vite la mission avait rapidement donné des résultats parce que les gens comme Azerson, comme Gilan, etc. étaient très intéressés par les équipements proposés, et avaient rapidement été passer des commandes de ces équipements-là, quoi. Parce que c'est des pays qui investissent quand même beaucoup dans ce secteur-là. Voilà. On va avancer un petit peu. Merci Ludovic, parce que je sais que Steven doit nous quitter pour un rendez-vous important avec des hautes instances kazakhs. Françaises aussi. Et françaises. On va passer au point Kazakhstan, et puis voilà, tu n'hésites pas à nous dire quand tu as besoin de filer, Steven. C'est pour ça, alors voilà ce que j'allais dire, je fais cette slide et après je passerai la parole à Stéphane qui connaît très bien aussi le marché du Kazakhstan et qui prendra la suite. Juste un petit point sur ce que Monsieur Fortin avait dit sur le réchauffement climatique. Effectivement, je suis passé à Guidel en août cet été, c'était impressionnant comme il faisait chaud en Bretagne. Donc, je ne serais pas surpris de voir des vins, la production de vins se développer, de vins de Bretagne. Excusez-moi, c'était pour la petite parenthèse. Pour les secteurs porteurs au Kazakhstan, donc effectivement, on revient un petit peu sur les sujets qu'on a abordés un peu plus tôt. Alors, pourquoi est-ce que je parle du bœuf plutôt que du cheval? C'est parce qu'en fait, c'est la filière qui se développe le plus. C'est aussi une question culturelle, en fait, avec depuis l'arrivée, alors c'est moche à dire, mais depuis l'arrivée de McDonald's en fait au Kazakhstan, qui est arrivé en 2017, il y a beaucoup de points de burgers qui se sont créés, de restaurants à burgers, mais du coup aussi, ça a permis de développer le développement de la consommation de steak de bœuf, mais aussi de cheval, mais principalement de bœuf, et la culture barbecue. Donc du coup, il y a un gros développement de la production bovine, avec justement là, les deux gros acteurs qui sont Kazmias et Kazbif, qui ont leurs propres élevages. Alors Kazbif, c'est plutôt du feedlot,
Et alors que Casimir, ça, c'est plus du pâturage, on va dire, enfin, il les laisse beaucoup plus se balader que Casbif. Casbif est beaucoup plus industriel sur ce côté-là. Mais aussi, il y a les autres filières, donc notamment la volaille, qui voient comment ces sociétés se développent et qui voient comment ça marche. Et donc, du coup, il y a des sociétés dans la volaille aussi qui font ça. Donc, la société Alata Okus, qui est un des premiers producteurs de volaille ici au Kazakhstan, qui a commencé à développer son propre réseau de magasins pour pouvoir toucher le consommateur en direct. Sur la transformation alimentaire, donc on en a déjà parlé tout à l'heure par rapport à la poussée du gouvernement là-dessus et la volonté de pouvoir faire de l'export aussi vers les pays voisins. Alors l'eau minérale, on n'est pas au même niveau que la Géorgie en termes de reconnaissance des marques ou plutôt des sources connues de Géorgie, mais on a des sources aussi au Kazakhstan et il y a une volonté de développer ces sources-là. Il y a aussi des personnes qui se rendent compte que l'eau est certainement un secteur qui va devenir de plus en plus stratégique à l'avenir, enfin qui a priori l'est déjà, mais qui le sera de plus en plus. Je pense notamment à un projet aussi d'une société dans la région d'Almaty qui prévoit en fait de faire une usine de bouteilles en verre, effectivement d'eau minérale, et qui veut exporter sur l'Europe sa production. Donc là, on est en contact direct avec la société qui veut, qui monte ce projet. Donc, et je sais que d'autres sociétés se développent sur ce secteur. Il y a aussi une volonté de développer les gammes qui sont déjà présentes. Il y a de plus en plus d'eau minérale avec des goûts qui arrivent depuis cette année. En fait, ça se développe beaucoup. Donc c'est quelque chose où on a des acteurs très forts. Il y a une usine Coca-Cola ici à Almaty qui fait aussi de l'eau montée. Sur la production laitière, alors oui, effectivement, on a aussi des Lactalis et Danone qui sont présents. Moi, je laisserai Stéphane en parler un peu plus tout à l'heure sur la scène de la filière lait. Mais effectivement, c'est des gros acteurs avec Lactalis qui a racheté un acteur local qui s'appelle Foodmaster et qui, si je ne m'abuse des dernières slides que j'ai vues du directeur de Lactalis ici, ils ont 54% de part du marché sur les produits laitiers au Kazakhstan. Mais malgré cette taille, il faut savoir que, enfin cette taille d'entreprise, il faut savoir qu'ils ont aussi des problèmes logistiques et que pour eux, c'est compliqué, par exemple, de fournir l'ouest du pays, du côté de la Caspienne, parce que les délais de transport logistique sont trop longs pour pouvoir proposer des produits frais. Donc il y a aussi cette particularité du Kazakhstan, c'est que vous avez aussi des régions qui vont avoir des productions différenciées, mais qui ont des besoins différents par rapport à d'autres régions qui, elles, sont déjà bien fournies. Et le dernier secteur porteur que je voulais évoquer, c'était la production sous serre. Alors vraiment de façon très générale, aussi bien fruits et légumes que, pardon, pas cannabis, mais si, cannabis. Vous avez un... Chanvre. Chanvre, voilà, c'est ça, excusez-moi. C'était chanvre que je voulais dire, parce que effectivement, c'est aussi une production qui se développe beaucoup pour le médical ici. Il faut savoir qu'en fait, le chanvre pousse naturellement au Kazakhstan. Et en fait, vous avez des sociétés comme Richel. Alors, par contre, comme Richel, qui sont très, très présentes ici au Kazakhstan, qui sont même... les sels Richel sont surnommés les serres françaises ici au Kazakhstan. Et en fait, il y a beaucoup de partenariats internationaux qui font que, avec notamment la Corée du Sud, qui font que ce développement, le développement de la production sous serre est très intensif et très apprécié par les acteurs locaux.
Je m'excuse, il faut vraiment que j'y aille. Là, je vais être vraiment en retard. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci à toi, Steven. Avec grand plaisir. Et je laisse Stéphane prendre le relais sur le Kazakhstan. Il n'y a Encore pas une de fois, souci. désolé pour ce contretemps. Bon Merci beaucoup. rendez-vous. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Donc, Stéphane, ton micro est activé. Donc, Stéphane Montalbano, que vous connaissez peut-être, qui fait partie aussi de l'équipe Experto Consulting. Bonjour à tous, donc je vais prendre le relais de Steven. Je reste sur cette même diapo. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, avec un premier focus sur le Kazakhstan, qui est un focus sur la filière lait, qui est une filière importante au Kazakhstan. Donc, ce qu'a oublié de mentionner Steven, c'est que le Kazakhstan est quasiment aujourd'hui autosuffisant hein, en termes agroalimentaires. D'accord. Et qu'on est plutôt au Kazakhstan sur tout ce qui concerne l'élevage, sur de l'élevage extensif, donc c'est-à-dire sur des grandes zones. Et pour ceux qui connaissent la Russie, par exemple, on est sur le même, on a soit des petits paysans ou petites exploitations, soit à l'inverse, on a des grandes exploitations avec plusieurs centaines de bovins. Soit des bovins à viande, soit des vaches laitières. Hein. Et donc, ça peut facilement monter sur des exploitations à 1000, 1500 vaches dans certains cas. Et on est sur des structures intégrées, donc qui vont de l'amont à l'aval, c'est-à-dire de l'amont des grandes cultures à l'alimentation animale, à l'élevage, en passant par la transformation et à la vente au détail pour certains groupes. Voilà. Donc, le secteur laitier est important au Kazakhstan. C'est un secteur qui est en développement constant. On dénombre à peu près plus de 4000 exploitations laitières, dont une grande majorité, comme je l'évoquais précédemment, qui sont des petites exploitations. Hein. En fait, ce sont des petits fermiers qui ont un lopin de terre et qui ont quelques vaches. C'est plutôt pour l'autosubsistance. À côté de ça, donc, vous avez des grandes exploitations. On évoquait tout à l'heure des noms comme Casbif et autres, où là, on va retrouver des centaines de têtes, voire des milliers de têtes, que ce soit pour la filière laitière ou pour la filière viande. Donc, les principales régions de production laitière sont les régions de l'Est du Kazakhstan, avec la région d'Almaty, et le nord du Kazakhstan, avec près de la capitale d'Astana, dans le nord, près de la frontière russe. Les principaux acteurs du marché, donc, c'est Lactalis, qui possède 2 fermes et 3 usines de production de produits laitiers, avec une capacité journalière de près de 400 tonnes par jour de lait et de produits laitiers transformés. La société Zencheco, qui produit 45 000 tonnes de lait par an et transforme 45 000 tonnes également. La société Rodina, qui produit près de 22 000 tonnes de lait par an et les transforme également. Voilà. Les principales races présentes, donc c'est notamment la Holstein. On trouve en fait très peu de races françaises. Donc la Simmental, la Holstein, la Pinoire, la Lato et la Rouge des Steppes, qui est une race locale kazakh en fait. On peut passer à la filière viande. Donc la production du secteur viande est en augmentation. Hein. Donc ça a augmenté de près de 11% par rapport à l'année 2019. Je vous disais tout à l'heure, le Kazakhstan est autosuffisant au niveau agroalimentaire. Ce qui est important aussi, c'est que le Kazakhstan bénéficie de l'union douanière avec la Russie et le Bélarus. Le Kazakhstan réexporte certains de ses produits, y compris des produits carnés, sur le sud de la Russie, sur certaines villes à proximité de la Russie. Et bien sûr, le Kazakhstan, enfin, quand vous êtes à Almaty, vous êtes à la frontière chinoise. Donc, il y a des produits alimentaires qui sont exportés aussi vers la Chine. Voilà. Donc, comme ça a été évoqué précédemment, au niveau des viandes, ce sont essentiellement des viandes chevalines, bovines, ovines et avicoles.
très peu de ports. Et donc, pour l'anecdote aussi, le Kazakhstan, on trouve beaucoup d'élevage de chameaux au Kazakhstan, soit pour leur viande, soit pour leur lait d'ailleurs, puisque au Kazakhstan, le lait de chameau est commercialisé également. Les principales zones de production et de transformation, surtout de viande, donc c'est Almaty, qui représente à peu près 17% de la production totale du pays, la zone de Turkestan, la région de l'Est du Kazakhstan, donc c'est une région qui est à proximité d'Almaty également, la région d'Akmola, qui se situe autour de Nur-Sultan. Nur-Sultan, ce sera bientôt l'ancien nom d'Astana, donc la capitale du pays. Voilà. Ce qu'il faut savoir, que ce soit aussi bien au niveau laitier qu'au niveau carné, Steven a commencé à l'évoquer brièvement. Il existe quand même des problèmes dans ces filières qui sont des problèmes de stockage et vu la taille du pays, qui sont des problèmes également logistiques pour acheminer, je dirais, les produits d'un point A à un point B, puisque je vous rappelle que le Kazakhstan, c'est 5 fois la taille de la France. Hein. Et donc, comme je l'évoquais précédemment, on est sur des structures intégrées et verticales qui vont de l'amont jusqu'à l'aval. Bon, c'est le cas notamment de Kazmiasha et de Alatokus. Voilà. Et merci Stéphane. On passe à la partie réglementation, à moins qu'il y ait des questions parmi nos participants. Ou Eric, toi, peut-être que tu veux rebondir aussi sur ce que l'on vient de dire. Alors, moi, j'aurais une remarque et une question. Donc, ma remarque, c'est pour compléter mon propos de tout à l'heure. Hein. Je pense que si vous identifiez 3 ou 4 projets avec des entreprises locales avec lesquelles vous avez de bonnes relations, avec lesquelles vous avez vos entrées, moi, je pense que ça vaudrait le coup de pousser une information avec quelques besoins un peu plus précis, un peu plus caractérisés, identifiés. Et pousser ces besoins auprès des entreprises qui peuvent y répondre hein, dans le secteur du process. Donc, on pourra en reparler, hein, mais je vous fais cette proposition. Je pense que ça vaut le coup au vu de ce qu'on vient de voir. Ça, c'était pour ma remarque. Et question, vous n'avez pas parlé du secteur des ingrédients. Donc, ça, c'est un secteur qui est que je connais bien d'une part, mais qui est bien développé en Bretagne. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi des besoins sur des ingrédients fonctionnels dans le secteur agroalimentaire? Je vais répondre sur le Kazakhstan, puis après je laisserai la parole à Ludovic pour la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Il existe un marché sur les importations d'ingrédients, sur certains types d'ingrédients. Que ce soit le Kazakhstan ou le grand voisin russe, il y a une production en Russie de certains ingrédients, mais beaucoup d'ingrédients restent quand même importés au Kazakhstan. Et après, ça suit, je dirais, un secteur classique qui est le secteur des importateurs-distributeurs. Hein. Généralement, les comptes clés, les grandes usines agroalimentaires, tout ça, s'embêtent pas avec la logistique, avec le dédouanement. Enfin, on va voir les questions réglementaires après. Mais ils passent généralement par des importateurs-distributeurs qui, pour la plupart, pour le Kazakhstan, comme Steven l'évoquait précédemment, sont situés à Almaty. Almaty qui reste quand même la capitale économique du pays. Et quels que soient les secteurs, y compris pour les équipements agroalimentaires ou pour les ingrédients, la plupart des importateurs sont généralement, les 80-90% des importateurs sont situés sur Almaty et 10% sur Astana. Voilà. Après, c'est très rare d'en trouver sur les villes secondaires. Bien que Shimkent et d'autres villes ne soient pas des villes secondaires, ce sont des villes à plus de 500 000 habitants. Mais la plupart des importateurs sont concentrés sur Almaty et sur Astana. Voilà. Ok. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, puisqu'on a dit que le Kazakhstan, c'était à peu près 5 fois la taille de la France. Entre Almaty et Astana, il y a à peu près entre 1h30 et 1h45 de vol. Voilà. Merci Stéphane. Ludovic, pour la Pour partie les Géorgie-Azerbaïdjan.
Mhm. Pour les pays du Caucase, moi j'avais eu des missions qui s'étaient bien passées pour tout le secteur des arômes, tout ce qui est aussi poudre de lait, parce qu'en fait, il y a pour notamment la partie industrielle, pour les glaces, pour même le lait en poudre, en fait, c'est le lait en brique, c'est produit ici, mais à base de poudre de lait. Et donc, il y a du marché pour ça dans les deux pays, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Et tout ce qui est colorant, et puis après aussi, il y a la demande pour tout ce qui est VSM, enfin, pour les saucisses, ils sont importateurs de poulet donc il y a de la demande, il y a des besoins et les rares missions, j'en ai pas fait énormément, mais 5 ou 6 ces dernières années, globalement, elles se sont toujours bien passées. On a trouvé, il y avait deux cas, soit dans certains cas, c'est les gros des industriels euh, font de l'import direct, soit on trouve un distributeur qui ensuite s'occupe de voir tout le monde. Et il y avait des besoins intéressants. Je repense par exemple à un cas concret où il y a un groupe qui s'appelle Nicora, qui est à la fois une chaîne de supermarchés. C'est un peu comme Intermarché en France, enfin, le groupe Les Mousquetaires. C'est à la moitié du groupe, c'est des usines de transformation de produits de viande, de lait, etc. Et l'autre moitié du groupe, c'est des supermarchés. Et eux, c'est des gros consommateurs justement d'ingrédients, gros importateurs d'ingrédients. Ok. En parlant, Eric, juste pour y penser, je viens juste de voir tout à l'heure, avant de commencer la réunion, un appel d'offres. Mais le problème, c'est que souvent en Géorgie, les appels d'offres sont très courts pour ça s'appelle Georgian Farmer Association, qui viennent de publier un appel d'offres pour des services d'insémination artificielle de vaches. Et donc voilà, il y a en permanence des choses, mais j'ai pas regardé exactement quelles étaient les quantités demandées, quelles étaient les conditions. J'ai juste vu que c'était une date butoir pour le 13 septembre et que l'appel d'offres avait été publié le 6, donc il a été publié il y a 2 jours. Et donc en plus c'est publié en géorgien, donc je me dis ça va être compliqué pour. Ça va être compliqué, mais, oui. mais voilà, il y a en permanence souvent des besoins qui sont compliqués à traiter en direct parce que ça va pas forcément être un énorme appel d'offres, mais via un distributeur, bien sûr, c'est des choses qui sont intéressantes. Ok, bien noté, ouais, merci. On passe à la partie réglementation, si vous voulez bien. Tu veux que je commence? Comme tu veux. Peut-être rapidement, parce que sur la Géorgie, en fait, globalement, alors il y a à quelques exceptions près où il faut un certain nombre il y a des procédures un tout petit peu plus compliquées. Globalement, pour 95% des produits, c'est totalement libéralisé, même parfois de façon surprenante. Par exemple, quand je fais des missions dans le secteur pharma, ils me disent, je suis assez surpris, mais en une semaine, gratuitement, on obtient notre autorisation de mise sur le marché. Enfin, c'est pas du tout comme l'Union européenne. Par expérience, je me Tu es souviens sur la que Géorgie, là, Ludovic. Excuse-moi, je te coupe, mais le son a bugué. Je suis sur la Géorgie. Ouais. Sur la Géorgie. Sur les engrais, il y a une petite procédure, c'est un tout petit peu plus, il faut enregistrer, c'est un tout petit peu plus long. Et donc voilà, pour résumer, la Géorgie, c'est assez simple, il n'y a pas de barrière à l'entrée. L'Azerbaïdjan, c'est un peu plus compliqué. Il y a des enregistrements et ça peut être un peu long et ça peut demander aussi un peu de budget. Et donc en général, la meilleure des approches, c'est quand on a trouvé un distributeur, c'est de lui faire faire ces parties-là. Et voilà. Donc, je vais laisser Stéphane pour continuer sur le Kazakhstan qui lui est... Au niveau du Kazakhstan, comme je l'évoquais précédemment, donc le Kazakhstan fait partie de l'Union eurasiatique, au même titre que la Russie, le Bélarus et l'Arménie. Donc l'Union eurasiatique, c'est un grand marché commun local avec une uniformisation des procédures et des taxes à l'intérieur, une unification de l'enregistrement. Bon, il y a certains secteurs où ça reste, si vous voulez pénétrer le marché kazakh, il faudra certifier sur le marché kazakh. Si vous voulez rentrer en Russie, il faudra certifier en Russie. Mais il y a de moins en moins de produits où c'est nécessaire. Et de plus en plus, avec un certificat russe, vous pouvez exporter sans problème au Kazakhstan. Voilà. Donc l'objectif, c'est l'absence de formalité à l'intérieur de cette union douanière entre le Kazakhstan, la Russie, le Bélarus et l'Arménie. Et bien souvent, en termes pratiques, c'est votre importateur, distributeur d'équipements agroalimentaires ou votre importateur, distributeur d'ingrédients ou de PAI
qui se chargent généralement de l'enregistrement sur place. Après, vous avez quelques sociétés en France de services qui sont spécialisées, mais sinon, votre importateur, distributeur local peut s'en charger, il n'y a pas de souci. Sachant que la législation en la matière, c'est que normalement, le certificat doit être au nom de l'importateur, doit être au nom d'une entité locale. Voilà. Merci Stéphane. On va accélérer un peu, désolé, accélérer un peu parce qu'il est l'heure. On passe au point suivant sur la pratique des affaires. Okay. Très rapidement, peut-être pour les pays du Caucase, globalement, c'est des pays qui peuvent être gérés à distance. Depuis 3 ans, moi, je fais beaucoup de missions en utilisant Zoom. Et donc, mes clients ne viennent pas forcément. Et on arrive à signer des contrats et à lancer le business. Par contre, c'est vrai que c'est un must de pouvoir développer des relations interpersonnelles. Donc, de venir, ça, à une étape de la relation, c'est intéressant pour la pérenniser en tout cas. Mais voilà, on arrive à générer des missions avec du résultat sans venir. Les langues qui sont utilisées, le russe, il faut oublier pour la Géorgie. Sur 320 missions que j'ai faites depuis le début de ma carrière ici, j'ai jamais fait de mission en russe. Les gens de 40 ans parlent russe, mais en général ne le pratiquent pas. Donc c'est l'anglais. Et en Azerbaïdjan, de plus en plus, le russe est en train de perdre de l'influence. Et donc c'est soit en azéri, donc le turc, soit en anglais. Et donc voilà, le russe peut être un plus parce que quand même pas mal d'Azéris continuent à le parler, mais c'est en train de se perdre. Et pour les deux pays, ce que je conseille souvent, c'est le paiement d'avance parce que j'ai jamais eu d'impayé et pourtant j'ai fait beaucoup de distribution dans ces deux pays-là. Mais j'allais dire à distance, c'est quand même plus simple parce ils sont un peu flexibles sur les délais, donc c'est plus simple d'être sur des logiques de paiement d'avance. Et la logistique est relativement simple à partir du moment où vous leur confiez, parce qu'on a plein de solutions avec de la consolidation en République tchèque, en Allemagne, etc. Donc c'est quand même très simple de faire venir des camions d'Europe pour les Géorgiens et les Azéris. Et pour vous, ça sera beaucoup plus cher et moins efficace. Donc il faut les laisser gérer. Au niveau du Kazakhstan, on a une autre problématique concernant la visio. On est sur un pays comme en Russie où les relations humaines sont hyper importantes et où les acheteurs aiment bien voir, toucher, sentir. Donc, on a énormément, là où on fait beaucoup de missions par visio, de rendez-vous B2B par visio en Géorgie, même en Azerbaïdjan. Sur le Kazakhstan, c'est beaucoup plus difficile. Et les acteurs kazakhs préfèrent voir en chair et en os, entre guillemets, leurs interlocuteurs étrangers. Donc, aiment bien quand ils se déplacent sur place, y compris pour une première rencontre. Voilà. La langue du business au Kazakhstan, donc la langue officielle, ça a été dit par Steven, c'est le russe et le kazakh. Donc, au Kazakhstan, la langue du business, c'est le russe et l'anglais. L'anglais, ça dépend de la position des personnes au sein des sociétés. Généralement, les directeurs, les DG, les responsables import parlent anglais, il n'y a pas de souci. Pour certains techniciens d'un certain âge, c'est beaucoup plus difficile. Généralement, ils parlent uniquement russe. Voilà. Et au niveau des importations, donc comme on est sur la même problématique que Ludovic, la plupart des sociétés aujourd'hui utilisent des sociétés de consolidation en Europe. Donc ça peut être l'Allemagne, ça peut être il faut savoir qu'au niveau historique, il y a beaucoup de relations entre l'Allemagne et le Kazakhstan. Il y a notamment une minorité germanophone au Kazakhstan. Donc ça peut être l'Allemagne, ça peut être la République tchèque, mais c'est surtout, et ça peut paraître assez bizarre, enfin bizarre non, ça peut être aussi la Lettonie, puisqu'en fait beaucoup d'équipements, beaucoup de marchandises qui arrivent au Kazakhstan transitent en Lettonie, ça prend le train, ça traverse la Russie pour arriver en fait après au Kazakhstan. Voilà. Oui, une question sur la logistique. Oui. Pour la Géorgie, nous, on est sur des pondéreux. En général, tout se fait en conteneur. Les ports, ça fonctionne comment là? Parce qu'il faut passer le Bosphore en ce moment.
Non, oui, enfin, c'est les ports, nous, enfin, pas forcément d'ailleurs. Il y a plusieurs routes maritimes, simplement, c'est souvent plus long. Donc, depuis l'Europe, en général, ça sort des ports, les grands ports européens, ça va il y a deux chemins. Ça va sur Istanbul, et ensuite, c'est mis sur des feeders et ça va sur le port de Poti ou de Batumi, qui sont les deux ports sur la mer Noire géorgien. Le principal étant Poti. C'est un port qui appartient à Maersk, qui marche bien. Qui ne sert pas que pour la Géorgie, c'est pour l'Arménie, pour l'Azerbaïdjan, pour l'Asie centrale. Par contre, après, il y a d'autres lignes, mais qui demandent de la logistique un tout petit peu plus différente. Moi, je passe beaucoup par une ligne qui fait Burgas-Poti. Donc, en fait, on passe par la Bulgarie. Et puis avant, quand il n'y avait pas la guerre, on pouvait passer par Nikolaïev, vers Odessa. Il y a un port qui avait une ligne aussi assez intéressante et qui desservait Poti. Donc voilà, il y a pas mal d'options, mais c'est souvent plus long. C'est un peu moins cher, mais beaucoup plus long que le camion. Globalement, pour beaucoup de choses, enfin pas dans votre cas, mais pour beaucoup de produits, les équipements, pour les arômes, etc. Enfin, pour plein de choses, ça passe par camion. D'accord. Une autre question? J'avais cru entendre deux personnes se manifester. Non? Il y avait que Laurent. Oui, pardon, c'était moi, Aurélien. Justement, là, vous parliez, alors c'est pour le Kazakhstan via la Lettonie. La situation avec la Russie aujourd'hui, j'imagine que c'est compliqué, non? C'est compliqué, oui, c'est compliqué, mais il y a quand même des marchandises qui continuent à passer et à rentrer. Voilà. Ouais. Alors, on a eu l'exemple, alors on exporte justement un peu au Kazakhstan. On a vu justement les hausses de prix des transports. Alors ça, c'est généralisé, mais je pense Tout à fait, oui. que justement avant, c'était beaucoup, ça transitait beaucoup via Moscou. Et même d'ailleurs, la fois où on a été au Kazakhstan, donc on a dû passer par Francfort. Et je crois que le vol a duré 3-4 heures de plus, parce qu'on est obligé de contourner la Russie. Donc bon, c'est à prendre en compte. Je sais que dans les prix. Ah, les prix ont fortement augmenté, hein, ça c'est certain. Enfin, c'est de manière globale, hein, il n'y a pas que sur Oui, cette c'est zone, hein, global. mais Mhm. vu le coût des énergies, et vu la situation géopolitique sur la zone, Mhm. les prix, bon, ils n'ont pas explosé, mais ils ont augmenté, ça c'est certain. Alors, juste une expérience aussi sur le Kazakhstan. À chaque fois qu'on fait une vente, ils nous font faire un contrat. Tout à fait. Un contrat donc, qui est bilingue Pour la banque. anglais-russe. Peut-être que vous alliez l'évoquer après. Oui, tout à fait. Il y a un fort contrôle d'échange des autorités locales. Bon, Mhm. c'est le même cas en France, hein, d'ailleurs, maintenant aussi, hein, d'ailleurs, hein, avec la Alors, banque française. ça pose Euh, aucun problème, mais c'est vrai que enfin, En sur fait, les c'est un premières contrat fois, qui est ça pose destiné question. à leur banque, hein, qui est généralement en anglais, et après il peut être en kazakh ou en russe. Bon, c'est quelque chose qui se pratique sur l'ensemble des pays de la zone russophone, hein. C'est pareil en Russie, en Biélorussie. Bon, l'Ukraine, c'est pas un pays russophone, hein, mais en Ukraine, c'est la même chose. En Mhm. fait, c'est un document qui est destiné à la banque, et généralement, ils vous font pas un contrat pour une expédition. En fait, Plutôt ils font annuel, ouais. un contrat avec un montant pour plusieurs expéditions, quoi, voilà, quoi, D'accord. sur Ok. une période donnée, quoi. Très bien. Merci Aurélien. Merci. Je passe à la diapo suivante. On Oui, a oui, évoqué tous les points de tout à fait, oui. ce slide, il me semble. Donc, Donc les événements importants dont vous pouvez nous parler et qui seraient opportuns pour nos entreprises bretonnes. oui, tout à fait. Donc, nous, on organisera 2 événements l'an prochain. Enfin, on participera à 2 événements, hein. On participera sur un événement au Kazakhstan avec une mission rendez-vous B2B et visite du salon Jana Dala et Green Day dans la région d'Almaty, hein. C'est un salon de référence, notamment sur la partie amont agricole et équipements agricoles et première transformation. Voilà. Et on organisera aussi un événement autour du sommet qui s'appelle le Daru Olympics, donc là qui concerne toute la filière lait, de l'amont à l'aval, hein. Donc ça concerne aussi bien l'alimentation que la génétique, que les petits équipements pour ferme, les équipements de transformation, les tanks à lait, enfin je passe les détails. Et donc ça, on organisera ça au mois de mai l'an prochain à Tachkent en Ouzbékistan. Voilà. Parfait. Sinon, vous avez d'autres salons, hein, tout au long de l'année, hein, que ce soit sur le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. On vous les a listés
Donc, vous les aurez dans la présentation. Vous les aurez dans la presse. Ouais. Sachant que la taille des salons dans nos pays, eu égard à la taille des pays d'ailleurs, reste quand même très modeste. Hein. Voilà. Même sur le Kazakhstan. Hein. C'est pas des salons avec 300, 400, 500 exposants. Hein. Généralement, ce sont des petits salons avec une centaine, 200 exposants, 300 maxi, quoi. Voilà, quoi. Et c'est d'autant plus vrai en Géorgie et en Azerbaïdjan d'ailleurs. Oui, en Géorgie, il est tout petit. En Azerbaïdjan, il est moyen, on va dire. Bon, si les gens veulent s'intéresser à ces salons-là, vous pouvez soit accompagner les entreprises bretonnes sur place et puis organiser différents services, organiser des rendez-vous, faire un ciblage pour le compte des entreprises. Si ça intéresse certains d'entre vous, n'hésitez pas à nous le dire et puis on transmettra à Stéphane et Ludovic qui feront une cotation pour vous accompagner individuellement et de manière qualifiée sur les éventuels salons là, sur lesquels vous souhaiteriez participer. Et puis, si vous ne souhaitez pas faire le déplacement, là, vous me dites si je me trompe, Stéphane et Ludovic, mais vous pouvez aussi peut-être représenter les entreprises et agir pour leur compte et prospecter sur ces salons-là. Tout à fait, oui. Voilà, tout ça, ça fait partie des services BCI, des services que l'on vous propose avec l'appui donc de nos partenaires agréés à l'étranger. Donc, surtout, n'hésitez pas à revenir vers Eric, votre chargé d'affaires, ou vers Isabelle Collin, qui est la chargée d'affaires agri, si vous êtes plus dans l'amont de la filière. Mais on est à votre entière disposition pour aller plus de l'avant et puis approfondir avec vous vos projets. Il est 11h03, on est pile dans le timing parce qu'on a commencé à 9h33, tout est parfait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas donc à revenir vers nous. Vous avez les coordonnées dans la présentation là que je vous enverrai. Sinon, vous retrouvez nos coordonnées évidemment sur le site web. Je vous ai mis ici les contacts de nos collègues en CCI territorial pour toute la partie notamment technique et réglementaire, vraiment amont des étapes dans votre développement. Et puis bien sûr les coordonnées de Stéphane, Ludovic et Steven si vous avez besoin de revenir vers eux pour quelques questions. C'est très très facile d'organiser une visio, c'est plus facile d'échanger oralement que par mail. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on organise un rendez-vous en visio avec Steven, Ludovic ou Stéphane. N'hésitez surtout pas, on est à votre entière disposition encore une fois. Avant de vous quitter, de vous dire au revoir, vous pouvez noter dans vos agendas, si ce n'est pas déjà fait, les 3 prochains jeudis de l'agro. Je vous propose Turquie avec là aussi un focus équipement Process IA le 3 octobre. Un jeudi de l'agro Pologne où là ça va être l'occasion de restituer une étude qui avait été commandée par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Donc jeudi de l'agro Pologne le 1er décembre et jeudi de l'agro Belgique Pays-Bas le 8 décembre. Si vous n'y êtes pas déjà inscrit, faites-le en ligne. Tout est sur l'agenda du site web de BCI. J'aimerais vous remercier chaleureusement Ludovic, Stéphane et Steven qui nous a quittés, mais vous lui retransmettrez. Merci beaucoup pour le travail accompli, les infos données ce matin. Et puis merci à vous, participants bretons, d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous, ce jeudi de l'agro-Caucase, pays Asie centrale. Merci Eric. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à très bientôt.